Première rencontre hier entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Luanda depuis l'incursion des rebelles M23 en RDC. Une feuille de route a été établie pour aboutir au retour de la paix à l'est de la RDC à travers la médiation angolaise. Dani Singoma et l'invité de ce journal pourront parler. Et la deuxième revue du programme élargi du gouvernement appuyé par la FEC a produit des résultats plutôt satisfaisants pour la RDC qui a bénéficié d'un appui considérable de plus de 200 millions de dollars du FMI pour la stabilisation de son économie. Et dans le monde, l'avenir de Boris Johnson en tant que Premier ministre ne tient qu'à un fil. Le chef de l'exécutif britannique, secoué par les multiples départs au sein de son gouvernement, démissionne ce jeudi à la tête du Parti conservateur. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. L'actualité, c'est encore la tripartite entre Tshisekedi, Lourenço et Paul Kagame sur le conflit à l'est de la RDC. La feuille de route prévoit la cessation des hostilités ainsi que le retrait des rebelles M23 du sol congolais. Les prochaines rencontres se feront toujours à Luanda dans le cadre de la commission mixte RDC-Rwanda. Regardez. La tripartite de Luanda sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC s'est terminée mercredi par l'établissement d'une feuille de route sur le processus de pacification de la région est de la RDC. Tout commence par une rencontre à trois entre les présidents Joao Lourenço, Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Pas de communiqué final, mais un point de presse commun des trois présidents et une volonté ferme et commune affichée de faire baisser la tension entre les deux pays voisins. L'objectif central étant de restaurer la confiance perdue entre Kinshasa et Kigali par l'instauration d'un dialogue et d'une concertation permanente établie sous l'égide de la CIRGL et du processus de Nairobi dans le cadre de la communauté d'Afrique de l'Est. Concrètement, cela se fera graduellement via l'application de la feuille de route qui permettra de savoir au final si chacun respecte vraiment ses engagements de réchauffer les relations politiques, diplomatiques et économiques. De part et d'autre, il y a eu en tout cas l'intention manifeste d'avancer et de mettre fin à cette crise. Comme l'a dit le président Lourenço, il s'agit de rétablir la confiance entre nos deux pays et surtout nos deux peuples. Une confiance qui a malheureusement été rompue alors que, à mon sens, tout allait bien dans la voie de la normalisation entre nos deux pays. À court terme, la nouvelle donne passe par la relance de la commission mixte RDC-Rwanda. La première rencontre de cette commission, cadre de concertation et de dialogue permanent entre les deux pays, est prévue pour les 12 juillet prochain. Mais dans l'immédiat, la feuille de route prévoit la cessation des hostilités et le retrait sans condition du M23 de ses positions en RDC. En mon pouvoir pour faire avancer la situation, sortir mes compatriotes de cet enfer qui dure déjà depuis une vingtaine d'années. Lequel enfer a été encore aggravé par cette situation regrettable du M23, un groupe armé qui pourtant était déjà en discussion avec nous à Nairobi. La feuille de route prévoit aussi le retour des réfugiés dans leur pays d'origine et stipule enfin que toute exploitation des ressources naturelles dans la région devrait se faire dans le strict respect de la souveraineté des États. Et pour commenter cette tripartite, Dani Singoma est l'invité de ce journal. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. Alors vous êtes coordonnateur national du Centre de ressources et de dynamisation de la société civile, CERDISOC en sigle. Vous avez suivi ce reportage de la presse présidentielle. Pourquoi c'est Kagame qui accepte les résolutions ou les objectifs de la feuille de route qui stipule notamment que le M23 doive cesser justement les hostilités à l'est du pays alors qu'il a toujours nié que son pays a à voir avec ses rebelles?
Bon, d'abord, il faut saluer cette rencontre de Luanda, qui est une grande première, parce que personne n'y croyait. Mais enfin, ils se sont rencontrés. Bon, ils se sont rencontrés entre chefs d'État, et je pense que la meilleure des choses aurait été que les deux chefs d'État arrivent à cette feuille de route. Donc, maintenant, il y a une feuille de route. Ce n'est pas la première feuille de route qui existe. Bien sûr que cette feuille de route est particulière, étant donné qu'elle met beaucoup d'accent sur le M23, mais il y a eu déjà beaucoup de résolutions, il y a eu des accords, les accords d'Addis Abeba, les accords de Nairobi et beaucoup d'autres actions qui n'ont pas eu vraiment d'effet escompté. On sait que même la naissance même de la CIRGL, c'est pour mettre fin à cette crise dans la région des Grands Lacs. Et depuis là, on dirait que c'est le Congo qui donne beaucoup, plus que les autres pays. Que ce soit sur le plan de l'exploitation des ressources naturelles, nous avons beaucoup d'obligations à pouvoir certifier nos minéraux pour les vendre à l'extérieur. Mais le Rwanda, par exemple, ne certifie pas les puits desquels sont ici ces minéraux. Il ne certifie que les comptoirs, alors qu'on ne sait pas d'où viennent ces minéraux. Donc, il y a beaucoup de choses qui doivent encore être faites. Nous saluons qu'il se soit mis d'accord sur une feuille de route et que d'autres initiatives vont suivre, mais il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations sur la sincérité d'abord du président rwandais. Est-ce que la société civile que vous êtes venu représenter cet après-midi a foi en cette tripartite ? Nous ne dirons pas que nous avons foi et nous donnons les bénéfices des doutes, mais nous disons simplement qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites et que les résultats n'ont pas été au rendez-vous. Aujourd'hui, nous voulons bien que cette feuille de route se mette en place, mais il faut qu'il y ait une participation de toutes les parties prenantes. Il faut que la société civile soit associée à pouvoir d'abord analyser en profondeur cette feuille de route, à pouvoir être associée au dialogue qui va se tenir. Il y a la commission mixte Congo-Rwanda qui doit se réunir. Il n'est pas exclu que les acteurs non étatiques soient associés, et notamment la société civile et à tout le reste. La commission de contrôle qui doit être mise en place, des vérifications, nous pensons aussi que la population est appelée à participer à cette commission à travers la société civile. Nous avons beaucoup d'experts sur cette question de la guerre, sur la question des pacifications, sur la question des relations entre les pays. Il est temps qu'on puisse les associer et la société civile s'y prête, bien que vous savez que la population n'est pas tellement d'accord sur le plan des négociations. La population voudrait qu'on en finisse une fois pour toutes, mais nous pensons qu'il est temps. Vous avez suivi les quelques discours du chef de l'État. Est-ce qu'il n'a pas essayé d'amadouer les choses quand on sait que très récemment, le 30 juin particulièrement, il avait un peu haussé le ton. On a cité le Rwanda comme pays agresseur. Est-ce que la RDC est-elle bien partie dans cette affaire, dans cette démarche ? Bon, l'essentiel est que les gens se parlent. Quand il y a des problèmes, les gens se parlent, mais le président de la République il doit reconnaître que derrière lui, il y a toute une population qui en a marre de cette guerre, qui en a marre de l'hypocrisie de la relation entre le Congo et le Rwanda, et qu'il est temps d'associer les représentants de cette population, notamment la société civile, en fait de pouvoir trouver des solutions idoines par rapport à cette question. Ça ne doit pas se limiter simplement entre Paul Kagame et le président Félix Tshisekedi, mais les populations, les sociétés civiles des deux pays aussi doivent se retrouver, parce que parfois c'est que nous, la population, nous pensons. Merci Denis Sindoma, vous avez bien fait le plaidoyer de la société civile. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et à la une également, une conférence de presse animée conjointement par les ministres d'État, ministre du Budget, le ministre des Finances, le gouverneur de la Banque centrale, ainsi que le représentant résident du Fonds monétaire international a annoncé avec satisfaction la conclusion de la deuxième revue du programme élargi du gouvernement appuyé par la FEC. 203 millions de dollars ont été décaissés par le FMI pour la RDC afin de permettre la stabilisation de l'économie congolaise en ce moment de crise mondiale. Christopher Ochokoum. Difficile d'admettre que l'État congolais est en possession d'autant d'argent quand on essaye de faire la balance avec les conditions sociales de la population. Mais en croire le ministre des Finances qui recevait ces différents hôtes de marque, la situation aurait pu être bien pire sans cette aide de la FMI et une mobilisation de recettes aussi rigoureuse. Les litres de l'essence, qui est à quelques 2000 francs à ce jour, auraient pu coûter le double vu la crise que traverse le monde. L'objectif du gouvernement, c'est de faire monter en puissance les autres secteurs comme l'agriculture, et nous avons dépensé beaucoup d'argent depuis le début de cette année pour mettre en œuvre l'agenda de transformation agricole du chef de l'État à travers des institutions crédibles. Aujourd'hui, ce que nous faisons comme effort sur les routes, y compris les routes de desserte agricole, qu'elles soient asphaltées ou non asphaltées, et c'est jamais vu,
sommes en train d'ouvrir énormément de chantiers à travers le pays parce que nous savons que tout ça, c'est lié aussi à la capacité de produire et d'échanger, de ramener les produits vers les centres de consommation. Quant à l'évolution de l'exécution du budget, Aimé Boji affirme que ce qui se passe en ce moment est tout simplement historique. Au 30 juin, 9 700 milliards de francs congolais ont déjà été collectés, ce qui équivaut à 113% des prévisions. De l'argent qui finance les programmes phares du gouvernement, tels que la construction des routes et autres chantiers qui poussent à travers la République. Les retombées de cette deuxième revue, c'est d'abord le décaissement immédiat de 203 millions de dollars américains d'appui à la balance des paiements qui vont conforter les réserves d'échange à la Banque centrale du Congo. C'est aussi l'accélération de l'utilisation de DTS avec un décaissement supplémentaire de 211 millions de dollars en faveur du programme de développement local de 145 territoires. Il faut également noter le 23 juin dernier par la Banque mondiale d'un appui budgétaire de 250 milliards de dollars américains qui n'aurait pas eu lieu sans un programme formel avec le FMI. Le dernier appui budgétaire de cette institution remontant à l'année 2005. La poursuite de la stabilité du taux d'échange reste le fruit de la coordination des actions menées par le gouvernement et la Banque centrale dans la conduite de la politique budgétaire et monétaire, attestée notamment par une stricte observation du pacte de stabilité et le suivi rapproché des facteurs de liquidité au niveau de la Banque centrale du Congo. Les médecins ne décolèrent pas, du moins ceux affiliés au SINAMED. Hier mercredi, ils ont lancé la grève en dépit du fait que le chef de l'État avait signé la veille une ordonnance nommant certains d'entre eux. Le SINAMED doit rester ouvert à toute négociation avec le gouvernement. L'évolution de cette grève dépendra de la disposition du gouvernement congolais à répondre aux attentes des médecins, à en croire les responsables du SINAMED rencontrés ce mercredi. Les blouses blanches réclament entre autres le respect des engagements qui se traduisent par la prise en compte de la prime des risques, des indemnités des transports ainsi que ceux de logement. C'est une partie des revendications, mais l'entièreté des revendications n'est pas encore respectée. Raison pour laquelle on a dit que non, bravo pour cette signature, mais nous attendons encore beaucoup. Mais nous avions eu plusieurs colloques, plusieurs rencontres avec les différents ministres, uniquement pour parler des conditions des médecins. Le SINAMED reste toujours ouvert en ce qui concerne les dialogues avec différents ministères pour résoudre tant soit peu le problème des médecins. Le droit à la grève étant garanti par la Constitution, même la promulgation de l'ordonnance présidentielle pour la promotion des médecins la veille n'a pas pu empêcher ce mouvement, même si la structure dit rester ouverte à toute négociation avec le gouvernement. Le mot d'ordre est respecté ici à l'hôpital général de Kinshasa. La preuve en est que moi-même, nous avons suspendu tout ce qui est consultation externe. La banque de sang est restée ouverte, sauf les urgences, en cas d'extrême, les urgences, là on peut recevoir. Mais l'hospitalisation, les médecins continuent à faire le tour de salle. Mais on ne va plus hospitaliser les malades actuellement. Pour le moment, on ne s'occupe que des malades hospitalisés. Et tout ce qui est cas d'opération sélectif sont d'abord suspendus jusqu'à nouvel ordre. Signalant que les travaux de l'atelier de Bibois entre le gouvernement et le banc syndical du secteur de la santé se sont clôturés le 25 juin dernier, travaux que rejette le SINAMED car n'ayant pas pris en compte les revendications de l'accord du 3 août 2021. Et d'après le calendrier rendu public par la Commission électorale nationale indépendante, l'élection de gouverneur et vice-gouverneur de la province du Nord Ubangi aura lieu le 12 juillet prochain. Le président de l'Assemblée provinciale de cette province, Simon Gwalimo, invite les députés provinciaux à faire un choix judicieux devant permettre à la province de relever le défi de développement. Au total, 6 candidats sont en lice au poste des candidats gouverneurs de la province du Nord Ubangi et 6 autres au poste des vice-gouverneurs. Après clôture des dépôts des recours en contestation des listes provisoires des candidatures à l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs de cette province, aucun recours n'a été introduit devant la Cour d'appel du Nord Ubangi. Ainsi, la Commission électorale nationale indépendante a fixé la date de l'élection de gouverneur de cette province au 12 juillet 2022. Et la campagne électorale débutera le 8 juillet pour se clôturer les 10 du même mois. Déjà, une session extraordinaire s'était ouverte hier à l'Assemblée provinciale du Nord Ubangi, essentiellement consacrée à cette élection.
Dans son allocution, le président de cet organe délibérant avait invité ses collègues députés à opérer un choix judiciaire pour doter la province des dirigeants capables de relever les défis qui freinent le développement de la région. Et l'actualité en dehors de la RDC au Nigeria, plusieurs centaines de détenus, dont une soixantaine de djihadistes, se sont échappés mardi soir d'une prison située en banlieue d'Abuja, la capitale, après une attaque justement présumée de Boko Haram, a affirmé mercredi le gouvernement. Récit de Crispin Tibinkoufwa. Le 64 djihadistes incarcérés dans cet établissement se sont évadés, a déclaré le ministre de la Défense, Bachir Magashi. Une attaque vraisemblablement menée par les combattants de Boko Haram. Des combattants d'Ansarou, un groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda, dont le chef Khalid Barvani était détenu dans ce centre pénitentiaire de moyenne sécurité depuis leur condamnation en 2017. Des habitants de la région ont rapporté avoir entendu mardi soir des fortes explosions et des tirs près de la prison, située à seulement 40 km de la capitale et de la villa présidentielle. Le président Muhammadu Buhari s'est rendu sur place mercredi après-midi, où les débris calcinés d'un bus et de plusieurs voitures semblaient comme figés devant une partie détruite de la prison. D'ores et déjà, plus de 600 détenus ont été récupérés et moins d'une centaine d'autres sont toujours dans la nature, a affirmé le porte-parole des services pénitentiaires. Un agent de sécurité a été tué dans l'attaque et les responsables de la prison tentent toujours de déterminer le nombre exact de détenus manquant à l'appel. Dans la matinée, les forces de sécurité ont ramené à la prison dans une camionnette une vingtaine de détenus récapturés. L'ancien haut responsable de la police, détenu au centre pénitentiaire de Kougé dans l'attente de son procès pour trafic de drogue, est toujours lui en détention. Et dans le monde, le Premier ministre britannique tient à son poste coûte que coûte apparemment malgré les désertions au sein de son gouvernement et les appels à la démission. Boris Johnson a accepté malgré tout de démissionner ce jeudi de son poste de président du Parti conservateur. Récit de Moïse Chamala. Face à l'opposition sur les bancs du gouvernement, le Premier ministre britannique a gardé les yeux baissés pendant les questions de l'opposition. Boris Johnson tient coûte que coûte à conserver son siège de Premier ministre et à renouveler son refus de démissionner en disant devant les députés « J'ai un mandat et des promesses à tenir ». La séance des questions au Parlement a été suivie par un discours du désormais ex-ministre de la Santé qui dit, je cite, « La ligne entre la loyauté et l'intégrité était devenue trop fine et qu'il ne pouvait plus accorder les bénéfices du doute à son chef. » Depuis son départ mardi soir, 18 autres députés ont quitté leurs fonctions au sein des ministères. Et sur les bancs de l'opposition, Land Blackford, le chef des indépendantistes, a posé pour la énième fois la question au chef du gouvernement britannique en disant « Combien de ministres devront démissionner avant que vous n'écriviez votre propre lettre de démission ?» Après une quarantaine de démissions, c'est sur un licenciement qui s'est achevé la journée de mercredi. Mais les départs ne cessent de se multiplier au sein du gouvernement des Bojo. Au total, une cinquantaine de membres de l'exécutif britannique ont quitté leurs fonctions depuis les départs fracassants des ministres des Finances et de la Santé. Le Premier ministre britannique est explicitement cité et pointé du doigt, jugé inapte à conduire les pays, suite à une série de scandales, parmi eux celui du Partygate, de fêtes organisées à son domicile pendant les confinements au Royaume-Uni. Et en sport, à présent, c'est depuis hier que les léopards, messieurs et dames, ont lancé la préparation en prévision du championnat d'Afrique de beach volley qui se jouera du 26 juillet au 2 août au Maroc. Les fauves congolais présélectionnés pour ce championnat d'Afrique s'entraînent à Kinshasa sous la houlette du coach Swaleh Omari. Ils ont pratiquement 3 semaines pour aiguiser les fers avant d'aller à la chasse. Ces léopards beach volley s'entraînent avec détermination pour hisser haut le drapeau du pays. Je pense que tout va bien maintenant. On a commencé aujourd'hui. Donc, je pense que c'est dans un bon esprit qu'on entame aujourd'hui. On vient de finir avec les messieurs. En tout cas, pour les messieurs, ils étaient tous là. Ils sont au nombre de 6. Donc, les dames aussi sont au nombre de 6. Donc, je pense que les messieurs ont bien travaillé pendant 3 heures du temps. Pour leur première séance, vraiment, c'est une bonne mention. Et nous aurons à peu près
10 à 12 séances. Après avoir fait piètre figure lors de précédentes compétitions, Soléo Marie espère que ses poulains seront à la hauteur lors de ces championnats d'Afrique au royaume chérifien. Bon, il faut comprendre quelque chose. La sélection senior, que ce soit chez les messieurs et les dames, ne participe pas beaucoup. Ça fait longtemps que ces deux sélections ont participé aux différentes compétitions au niveau continental. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup de ratés. Vous savez, il y a eu les Jeux africains du Maroc, après il y a eu Agadir l'année passée. Donc on va revenir maintenant. Donc je crois, ce qu'on est en train de faire, c'est de constituer des bonnes paires quand même, pour que nous puissions avoir une bonne participation et puis on verra après. Initialement prévu à Marrakech, ce championnat d'Afrique de beach volley a été délocalisé à Agadir et la délégation congolaise devra voyager au plus tard le 22 juillet. Ouais, c'est ça. Faut pas jouer dehors. Et pendant ce temps, les Léopards Handball effectuent le dernier réglage en Égypte avant de se lancer à la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils vont livrer un deuxième match test ce jeudi dans la ville du 6 octobre après celui remporté face au Maroc 33-25. Suivez plutôt Francis Touzolana qui fait le point sur son groupe. Dire si on est prêt, non, on n'est pas prêt. On a encore des choses à régler offensivement et défensivement. Travailler sur l'aspect tactique, sur les différents dispositifs défensifs que pourraient nous proposer nos futurs adversaires sur la compétition. Donc je n'estime pas que nous sommes prêts. Nous commençons à avoir des certitudes par rapport à notre front de jeu, mais voilà, nous poursuivons la préparation. Nous sommes encore assez loin de l'objectif exact qu'on voudrait avoir, du niveau de jeu qu'on voudrait avoir. Donc, mais on en prend le chemin. Les garçons sont motivés, très appliqués, investis aux entraînements. Donc voilà, c'est de bon augure pour la suite. On commence à ressentir un peu de fatigue, donc voilà, hein, c'est normal. Hein, nous sommes déjà à pratiquement 5 jours non-stop de stage d'entraînement, à hauteur de 2 séances d'entraînement par jour. Donc on va commencer à alléger le programme et commencer à récupérer de manière à être prêt pour la semaine prochaine pour le premier match face au Sénégal. On continue à travailler, on a encore un match de préparation à jouer face à l'Irak demain. Il sera pour objectif de répéter une dernière fois toutes nos gammes offensives et peaufiner les derniers réglages défensifs. Et on aura encore quelques entraînements avant l'ouverture de la compétition face au Sénégal. Le rappel des titres à présent. Première rencontre hier entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Luanda depuis l'incursion des rebelles M23 en RDC. Une feuille de route a été établie pour aboutir au retour de la paix à l'est de la RDC à travers la médiation angolaise. Et la deuxième revue du programme élargi du gouvernement appuyé par la FEC a produit des résultats plutôt satisfaisants pour la RDC qui a bénéficié d'un appui considérable de plus de 200 millions de dollars du FMI. À l'international, l'avenir de Boris Johnson en tant que Premier ministre ne tient qu'à un fil. Le chef de l'exécutif britannique, secoué par les multiples départs au sein de son gouvernement, démissionne ce jeudi à la tête du parti conservateur. Bédine King pour la revue de presse dans un instant. Bienvenue à vous. Si vous nous avez rejoint, la suite de l'actualité, c'est dans la revue de presse avec Bédrine King qui rentre déjà de l'autre côté du studio. Bonjour et bienvenue à vous Bédrine. Bonjour Gaëtan et merci. Plusieurs journaux ont consacré leur une à la résolution issue de la rencontre entre Tshisekedi et Kagame sous la médiation de Lourenço. Tout à fait Gaëtan, le principal accord trouvé justement c'était les cessez-le-feu entre les FARDC et les rebelles du M23 selon le président de l'Angola, João Lourenço. C'était par TV5monde.com sans fournir
D'autres détails sur les modalités de cet accord, le cessez-le-feu, un mot qui n'a pas été justement prononcé par les deux antagonistes, précisent les sites français. Mais plus tard, Kinshasa avait annoncé qu'ils étaient convenus d'un processus de désescalade avec le retrait immédiat et sans condition du M23 et de ses positions. Kigali, par contre, affirmait que la feuille de route mise en place par l'Angola avait pour but de désamorcer les hostilités, qui comprend aussi la question des FDLR, tandis que la question du M23 devrait être traitée au niveau national, donc dans le cadre du processus de Nairobi, car Kagame la présente le M23 comme un conflit purement congolais. Et face à cette confusion, les sites exclusifs RDC s'interrogent à quoi joue le Rwanda, un dossier qui ne semble pas du tout avancé. Et pour ce faire, le confrère propose que la RDC arrête de négocier sur cette base et qu'elle obtienne plutôt du Rwanda qu'il joue franc jeu. Et d'un site à un autre, le site d'information ouragan.cd évoque un sommet à plusieurs inconnus, en rappelant le dernier conclave de Nairobi au Kenya qui avait déjà, à en croire ce média en ligne, démontré ses limites vis-à-vis des éléments terroristes du M23 qui ne se sont pas pliés face à l'injonction des pays membres de l'EAC de quitter les territoires congolais, préférant plutôt se justifier sur le terrain par des sorties médiatiques illusoires. Hier encore, à Luanda, le M23 est partagé entre la lutte supposée pour son intégration politique et militaire d'une part et la défense des intérêts du Rwanda qui se concentre sur la problématique de FDLR, Force démocratique pour la libération du Rwanda, d'autre part. Et revenons sur cette résolution du président angolais. Le potentiel estime qu'hormis cet accord, le Congo ne devrait plus exclure les autres cartes sur la table face au Rwanda qui a toujours instrumentalisé les forces négatives. Au Nord Kivu, conclut le quotidien. Et 8 ans après avoir été renversé du pouvoir, Compaoré attendu à Ouagadougou. Oui, Gaëtan, voilà 2 semaines que la rumeur court d'Abidjan à Ouagadougou, s'exclame Jeune Afrique. Et si 8 ans après avoir été chassé du pouvoir par ses compatriotes, Blaise Compaoré était bien de retour chez lui au Burkina Faso. Ce scénario, encore improbable il y a quelques mois, doit se concrétiser, Gaëtan, dans les heures à venir. Le principe d'un retour est acquis, reste maintenant à peaufiner les dernières modalités, glisse un proche collaborateur de l'ex-président interrogé par le site panafricain. Et le Monde Afrique.com relève pour sa part que le gouvernement du Burkina Faso a confirmé hier que l'ancien président Blaise Compaoré était attendu à Ouagadougou demain vendredi pour une réunion d'anciens chefs d'État afin d'accélérer la réconciliation. Mais s'interroge les sites, pourra-t-il vraiment fouler les sols burkinabés en homme libre quand nous savons tous, Gaëtan, que le 6 avril dernier, Blaise Compaoré avait été condamné par contumace au Burkina Faso à la prison à perpétuité pour son rôle majeur dans l'assassinat de son prédécesseur Thomas Sankara lors du coup d'État qu'il avait porté au pouvoir en 1987. Pour l'observateur Palga, tout a été arrangé au préalable. Certainement, le chef de la junte, Sandaogo Nabiba, a-t-il pris des engagements pour que Blaise puisse revenir et repartir sans être inquiété? Il s'en donnera les moyens, mais il faut craindre que le conclave de Kosiam, censé contribuer à la réconciliation nationale, ne vienne au contraire nous en éloigner un peu, estime le journal burkinabé. Ce que beaucoup de gens craignent également dans ces retrouvailles, ce sont ces petites combines entre ex-chefs d'État, un entre-soi politique qui n'aura pas d'impact réel sur la cohésion sociale et les vivre ensemble dont nous avons tant besoin en ce moment, pointe encore les sites burkinabés. Et aujourd'hui, au Faso, de son côté, note que le collectif des avocats de Thomas Sankara demande justement l'arrestation de l'ex-président dans le cadre de ce procès. Merci Bédine Kingé pour cette présentation. Merci à vous aussi. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme et soyez toujours heureux, madame, monsieur. L'actualité reste incontinue.